Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois dames qui travaillent au CESOC ici à Ottawa, dans la région d'Ottawa. Je vais les présenter. Ils sont là pour vous parler des personnes immigrantes, surtout vous donner plein d'informations à ce sujet-là. Et il y aura une période de questions à la fin, peut-être pour faire des liens avec ce que vous faites dans votre travail pour pouvoir avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, sans plus tarder, je vais les présenter. Donc, j'ai le plaisir on a le plaisir d'avoir avec nous Madame Mirella Dracabrazo, qui est responsable du programme d'appui et d'intégration des nouveaux arrivants francophones du Centre d'établissement de soutien et d'orientation communautaire, communément appelé le CESOC, qui est un organisme à but non lucratif œuvrant auprès des nouveaux arrivants francophones pour lequel elle travaille depuis maintenant 15 ans. Intéressée par les problématiques touchant les personnes défavorisées, Mirella a appuyé et elle continue de le faire en tant que bénévole les services œuvrant auprès des femmes battues, agressées sexuellement et les personnes âgées souffrant d'Alzheimer. Mais passionnée par l'intégration socio-professionnelle et économique des personnes immigrantes arrivant au Canada, elle ne ménage pas aucun effort pour leur venir en aide. Donc, elle a beaucoup de vécu auprès de ces gens-là. On a également Madame Émilienne Mondeau, qui est une gestionnaire de projet certifiée PMP et certifiée leadership de Dixitus. Depuis plus de 15 ans, elle œuvre dans des secteurs de l'immigration francophone, les services d'établissement, l'entrepreneuriat et l'emploi. Actuellement, elle est coordonnatrice des services d'employabilité au Centre d'établissement de soutien et d'orientation, donc le CESOP. Et elle est basée au bureau de Cornwall, donc elle est plus dans la région de Cornwall. On a également Christine Rayongué, qui est coordonnatrice des services d'établissement au CESOC. Elle a plus de 7 ans d'expérience dans le milieu des services communautaires, plus particulièrement avec les nouveaux arrivants. Donc, beaucoup d'expérience avec nous aujourd'hui. Euh, donc, je vous cède la parole. Je crois que c'est Mirella qui va commencer. Donc, je lui cède la parole pour qu'elle puisse commencer à vous présenter plus d'informations au sujet des personnes immigrantes. Bonjour tout le monde. Vous avez bien entendu. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien ton écran, Mirella. Et je peux le mettre en mode en plein écran. Parfait. Merci. Et un instant. Donc, vous avez bien entendu, je suis Mirella, très contente d'être ici. J'ai déjà vu dans la liste de présence certaines personnes que je connais déjà depuis un certain nombre d'années. Nous avons été demandés par Sylvie et son équipe de faire une présentation sur les défis des nouveaux arrivants francophones. Raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, moi-même avec mes deux collègues de travail. Donc, le CESOC, j'ai pas besoin de parler du CESOC. J'aurai seulement un slide ou deux sur la mission et les valeurs du CESOC, mais en réalité, on va se concentrer sur ce qu'on avait prévu pour cette rencontre. Plus exactement, faire un cours sur le système d'immigration canadien pour comprendre euh, la raison de tous ces besoins identifiés par les organismes qui travaillent auprès de nouveaux arrivants et bien sûr les organismes, les institutions scolaires hospitalières pour voir ensemble comment on peut venir en aide aux nouveaux arrivants, que ce soit francophone, anglophone ou tous les autres qui ne parlent aucune des deux langues officielles. Chaque personne nouvellement arrivée rencontre vraiment des défis pendant les premiers mois, pour ne pas dire pendant euh, plusieurs années après arrivée. Donc, système d'immigration canadien, en fait, je vais vous montrer le plan d'immigration tel qu'il a été annoncé par le ministre de l'immigration canadienne, Monsieur Miller.
Le processus d'établissement, Christine va faire une présentation sur les étapes de l'établissement et quels sont les défis identifiés. Comment qu'on peut venir en aide après avoir fait l'évaluation des besoins. Et Emilienne va finaliser avec les défis en matière d'emploi. Euh, Je ne peux pas commencer la présentation sans reconnaître que nous vivons sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe et que nous faisons des efforts pour la réconciliation. Le CESOC, pour ceux qui connaissent déjà le CESOC, ils savent que notre mission est vraiment de promouvoir la diversité et que nous sommes là pour appuyer dans le processus d'établissement et d'intégration toute nouvelle arrivant francophone pendant une période bien déterminée. Nos valeurs, la bienfaisance, la bienveillance, la diversité, la culture francophone et l'excellence. Et maintenant, j'arrive au sujet clé de notre présentation, c'est le système d'immigration canadien. Pourquoi on commence avec le système d'immigration canadien? C'est justement parce que nous nous sommes rendus compte que la population en général ne possède pas les informations nécessaires pour, en ce qui concerne l'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, nous avons une idée peut-être préconçue sur qui sont les immigrants qui rentrent au Canada et de façon générale, la population pense que les immigrants sont ceux qui sont en général des réfugiés, sont très pauvres dans leur pays d'origine, donc ils viennent juste pour... bon, on se retrouve ici avec un tas de personnes qui sont là pour être un fardeau à l'économie canadienne. Mais pour vous dire la vérité, le système d'immigration canadien n'est rien de nouveau. Le système d'immigration canadien a été créé il y a très, très, très longtemps, en 1867. Bien sûr, le système a évolué et c'est seulement en 1970 que le Canada a vraiment mis les bases d'un système d'immigration canadien bien structuré. C'est à partir de ce moment-là que le même le gouvernement fédéral canadien a décidé de créer aussi le programme d'établissement pour lequel moi-même, Christine et Emilienne, nous travaillons avec le CESOC. Donc, nous avons au Canada un système d'immigration divisé en deux. Un système d'immigration qui concerne la résidence temporaire et un autre qui concerne la résidence permanente. Qui sont les résidents temporaires? Les résidents temporaires, seulement trois catégories. Les visiteurs, les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires. Vous avez sûrement rencontré les trois catégories, mais sachez que parmi ces trois catégories, une n'est pas éligible à aucun des services, que ce soit des services d'établissement, que ce soit des services euh, des formations à l'université, au collège, aux hôpitaux, ça, des services en général. Les visiteurs sont ceux qui n'ont pas le droit aux services fournis par dans les provinces ou dans les régions, dans les trois territoires. Par contre, les étudiants internationaux peuvent quand même avoir des services à notre niveau dans certaines institutions d'établissement, donc des organismes d'établissement, ainsi que les travailleurs étrangers temporaires. Pour qu'ils puissent travailler au Canada, ils ont besoin, bien sûr, euh, euh, d'un permis de travail. Étudier au Canada, ils ont besoin d'un permis d'études. Donc, euh, sans avoir ces deux documents, donc le permis d'études et le permis de travail, ces deux catégories-là ne pourront pas euh, bon, étudier ou travailler. Donc, dans d'autres mots, ils auront un statut illégal s'ils veulent le faire, donc s'ils veulent étudier sans permis d'études ou s'ils veulent travailler
sans permis de travail, ils auront un statut illégal. Donc, vous voyez sur l'écran les 3 années, 2025, 2026, 2027. Le gouvernement canadien a décidé de diminuer en fait la fourchette pour les étudiants et pour les travailleurs pour les 3 prochaines années. Pour ces 3 catégories-là, les besoins sont très souvent différents euh, des autres catégories d'immigration comme la résidence permanente. Donc, les personnes qui viennent avec un statut de résident permanent au Canada, donc ça veut dire qu'ils viennent avec déjà une confirmation de résidence permanente. Tout de suite après, ils vont recevoir la carte de résident permanent. Donc, tous ces gens-là auront des besoins différents de ceux qu'on vient de voir avec les étudiants internationaux et les résidents temporaires. Sur l'écran, vous avez encore une fois les prévisions, les cibles en fait au niveau fédéral pour l'immigration, pour la résidence permanente. Résidence permanente qui est divisée en 3 grandes catégories. Vous voyez sur l'écran l'immigration économique qui représente le plus grand pourcentage de l'immigration en général. L'immigration économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Canada, avec son système d'immigration euh, euh, actuel, choisit les personnes qui ont un niveau d'études élevé et qui ont aussi de l'expérience dans un domaine, dans une profession bien spécifique. Donc, immigration économique égale main-d'œuvre qualifiée et éducation très élevée. Donc, l'immigration économique représente environ 60 à 65 de l'immigration générale au Canada. Donc, c'est un pourcentage très élevé. Par contre, même si toutes ces personnes-là viennent avec un bagage, avec l'expérience et avec plein de diplômes, minimum en baccalauréat, euh, ils auront toutes ces personnes auront beaucoup de misère à leur arrivée au Canada. Pourquoi? Et vous allez voir, mes collègues vont parler tout de suite de leurs besoins. Euh, donc, l'immigration économique, le plus grand pourcentage de notre immigration, vous voyez, ça va baisser aussi. On était en 2024, 2023, 2024, l'immigration économique était quelque part dans les 350 000 par année. Maintenant, comme vous pouvez voir, pour l'année 2025, ça va baisser à 232 000. Pourquoi? Parce que le niveau d'immigration, de façon générale, va diminuer. Par contre, l'immigration francophone, le gouvernement fédéral se propose d'augmenter l'immigration francophone à 8,5 pour qu'à la fin de 2027, mars 2028, on arrive à 10 d'augmentation au niveau des immigrants francophones. Le regroupement familial, c'est une autre catégorie de la résidence permanente. Regroupement familial, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont arrivés au Canada seuls et qui ont des membres de la famille dans le pays d'origine. Quand je parle de membres de la famille, je parle de la famille proche, ça veut dire époux, épouse et enfants en charge. Donc, ces gens-là pourront parrainer, leur famille ou faire un regroupement familial pour ceux qui sont là comme personnes protégées. Le pourcentage, vous pouvez voir, c'est un peu dans les 35-40 de notre immigration au niveau général, tandis que l'autre catégorie, les réfugiés, personnes protégées et les résidents permanents qui ont reçu le statut après avoir fait une demande d'ordre humanitaire, représentent un peu moins de cela. Donc, réfugiés, ici, on parle des réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral.
Donc, ceux qui ont été choisis dans un pays de refuge, nous avons au Canada plusieurs organismes qui gèrent le programme d'appui à la réinstallation des réfugiés. Le CESOC gère aussi un de ces programmes-là dans la région de Cornwall. Donc, les réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral, on les appelle en acronyme les GAR, les Government Assisted Refugees, sont le nombre par année est quelque part dans les 20 000. Donc, les réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral ont des besoins très, très différents et beaucoup plus de besoins personnalisés comparativement aux travailleurs économiques, donc les immigrants qui arrivent dans la catégorie économique. Et vous allez voir pourquoi. Bon, en premier lieu, les réfugiés, grande partie des réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral viennent des pays de refuge. Donc, ils ont vécu la plupart d'entre eux ont vécu dans des camps de réfugiés là où les conditions de vie étaient vraiment, vraiment difficiles. Et parmi nos bénéficiaires au César, par exemple, à Cornwall, nous avons beaucoup de ces gens-là qui ont un niveau d'éducation assez bas. Donc, d'où la nécessité ou l'identification des besoins différents de ceux qui rentrent ici comme travailleurs qualifiés. Les personnes protégées sont des personnes qui sont arrivées au Canada dans un autre statut que celui de personnes protégées. Ça veut dire quelqu'un qui rentre au Canada comme visiteur, comme étudiant, comme travailleur temporaire et qui, dès qu'ils arrivent au Canada, demandent le statut de réfugié, de demandeur d'asile. Vous avez sûrement entendu parler des demandeurs d'asile, surtout pendant la période de 2022, lorsque le Canada a reçu une vague de demandeurs d'asile. Je donne cet exemple parce que ça a été tellement médiatisé, mais en réalité, les demandeurs d'asile n'arrivent pas seulement en grande vague comme ça, comme l'année 2022. Les demandeurs d'asile, à chaque année, le Canada reçoit des demandeurs d'asile. Donc, demandeurs d'asile sont les personnes qui demandent le refuge euh, parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine pour différentes raisons, que ce soit une raison religieuse, politique, économique. Donc, les raisons sont différentes d'une personne à une autre. Dès que le Canada leur donne le statut de personne protégée, à ce moment-là, les personnes protégées rentrent dans ce qu'on appelle, peuvent recevoir les services d'établissement qui sont financés par le gouvernement fédéral, plus exactement par IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les personnes qui viennent dans l'ordre humanitaire, c'est le nombre le moins élevé de toutes des nouveaux arrivants. Pourquoi le moins élevé? Je pense qu'on est quelque part dans les 5 000 par année, pas plus. Donc, 5 000 comparativement à 395 000, ce n'est pas beaucoup. Euh, donc, je m'arrête ici. Pourquoi? Parce que j'aimerais donner l'occasion à vos questions à la fin de la présentation, mais surtout parce que ma collègue Christine a beaucoup, beaucoup à vous parler sur les besoins et par après Emilienne sur les besoins identifiés en termes d'employabilité. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter concernant le système d'immigration canadien et les prévisions, les cibles du gouvernement fédéral, prévu pour les prochaines années, 2025 à 2027. S'il vous plaît, gardez vos questions pour la fin. On va répondre à ce moment-là. Merci. Christine, je te laisse prendre la parole. Je pense que c'est le prochain slide. Euh, oui, OK. Bonjour tout le monde. Comme
Sylvie a présenté. Moi, je m'appelle Christine Voyons-Oui, je suis coordonnatrice des services d'établissement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du processus d'établissement. Mirella a déjà parlé des différents statuts parce que en fonction des statuts varient les besoins. Donc, là, au CESOC, nous offrons des services d'évaluation des besoins, les besoins identifiés comme vous devez sûrement le constater dans vos communautés, avec vos clients. C'est toujours pareil un peu partout, le logement, comment avoir accès aux documents administratifs, pour les familles, les vaccinations, mettre le carnet de vaccination à jour, faire les demandes d'allocation familiale, la langue, parce que vous allez le constater plus loin dans les défis que c'est vraiment un des défis majeurs aussi, l'emploi et d'autres besoins. Alors, nous offrons aussi des sessions d'information-orientation. Par session information-orientation, ça sera toujours lié à leur statut et à leurs besoins. Et nous animons beaucoup d'ateliers pour qu'on donne le plus d'informations possible à nos clients. Et puis, on fait aussi les guillages vers nos partenaires, vers d'autres ressources. Alors, sans tarder, pour les principaux défis, comme vous le voyez, Mirella a parlé de demandeurs d'asile aux résidents permanents. Donc, en fonction de ces statuts, on va avoir des défis financiers. Les barrières linguistiques seront pareilles pour tout statut, mais sinon, les défis financiers, l'accès au logement, l'isolement social sont un peu pareils pour tous les types, pour toutes les personnes qui viennent avec les différents statuts que vous avez vus. Mais pour la recherche d'emploi, ma collègue Émilienne va vous en parler à la fin. Je ne vais pas rentrer en détail. Alors, pour les défis financiers, pourquoi défis financiers? En fonction des statuts, les personnes arrivent ici avec il y en a qui arrivent avec un peu de moyens, il y en a qui arrivent avec pas de moyens du tout. En fonction des statuts, encore une fois, il y en a qui reçoivent l'appui du gouvernement, par exemple l'assistance sociale, une aide financière, une aide au logement aussi, qui peuvent avoir accès au shelter, à l'assistance sociale, à des logements subventionnés. On va le voir dans les ressources vers la fin. Ce qui va aider aussi un peu, ça va pousser un peu les personnes arrivées au Canada à avoir accès aux différents services pendant que d'autres n'ont pas accès à certains services du gouvernement. Parce que quand ils viennent, par exemple, les travailleurs qualifiés, ils doivent absolument avoir leurs propres moyens, ils doivent avoir mis leurs fonds à part, sauf que avec la dévaluation et les loyers trop élevés, la difficulté d'obtenir euh, des logements, ça devient un peu compliqué. Les barrières linguistiques, c'est un obstacle majeur pour toute nouvelle personne arrivée au Canada. Donc, qu'ils soient réfugiés temporaires, qu'ils soient temporaires, résidents permanents, ça, c'est pour tout le monde et c'est comme une barrière vraiment à l'intégration socio-économique. Alors, pour la recherche d'emploi, le défi majeur aussi, c'est la barrière de langue et les diplômes étrangers avec lesquels ils arrivent ici. Encore une fois, je pense que Émilienne, ma collègue, va en parler plus en détail. Alors, pour l'accès au logement, c'est ce que je viens de vous dire. Par exemple, les, les réfugiés, les demandeurs d'asile ont droit à quelques subventions du gouvernement, tandis que les résidents permanents qui viennent comme travailleurs qualifiés doivent absolument payer leur propre logement. Et c'est quoi la barrière qu'ils rencontrent à ce moment-là? C'est parce qu'ils n'ont pas de score, ils n'ont pas de crédit parce qu'on leur demande beaucoup de choses qu'ils n'ont pas eues avant pour avoir accès à un logement, pour être crédibles. On les exige plusieurs choses qu'ils n'ont pas et ça devient un peu vraiment difficile pour ce genre de catégorie-là. Alors, on a l'isolement social, ceux qui viennent, qui arrivent ici sans famille. Ça peut induire à beaucoup de problèmes de santé mentale. Il faut que ces gens-là puissent sortir pour une intégration réussie. Il faut que ce soit les gens qui puissent aller vers les organismes, demander de l'aide, parler aux autres et pas rester seulement enfermés. Alors, comme encore une fois, l'intégration peut être difficile, est toujours difficile. Ça, c'est pour tout le monde. Sauf que
en fonction de la façon avec laquelle les gens vont chercher de l'aide, vont essayer d'avoir accès aux services d'établissement qui sont à leur portée parce que tout le monde est éligible pour avoir ce genre de service en fonction de comment les gens s'y prennent. Les défis peuvent être surmontés. Alors maintenant, quand on parle de défis, ça va, comme je vous ai dit, on fait l'aiguillage. Il y a beaucoup de services à leur portée. Nous avons des services municipaux, fédéraux et provinciaux, aide au logement, l'emploi, les cours de langue qui sont offertes, qui sont même payées, offertes par le gouvernement pour tout le monde, que ce soit toutes les catégories confondues. Arrivés au Canada, ils ont accès à faire une évaluation linguistique et avoir accès aussi, sauf les visiteurs, bien sûr, et avoir accès à des cours, que ce soit de français ou des cours d'anglais. Alors, la formation, l'éducation, l'aide financière et sociale, les services sociaux, tout ça, je pense qu'on pourra vous donner les différentes ressources si vous en avez besoin. Alors, en fonction, Mirella, est-ce que tu peux passer à d'autres slides? En fonction de votre position, si je peux dire, de votre situation géographique, je suis certaine qu'il y a pas mal de services dans toutes les régions. Alors, comme vous pouvez voir, le CESOC offre des services à Cornwall, à Roxbury, à Kingston, mais dans d'autres provinces, nous avons des partenaires qui sont installés et en tant que besoin, on fait des communications et on réfère des clients qui veulent déménager aussi. Alors, quand on parle de services municipaux, les services municipaux, voilà, vous avez toutes les ressources ici. Les services municipaux sont des services qui sont offerts par les villes, mais c'est pas toutes les villes au Canada qui ont des services à offrir vraiment, surtout aux demandeurs d'asile qui doivent avoir accès à un shelter, avoir accès à différentes ressources. C'est pas toutes les villes qui ont des logements pour les gens. Donc, qui dit services municipaux dit surtout la recherche de logement. Les services fédéraux, c'est pour tout ce qui est lié aux demandes de numéro d'assurance sociale, les problèmes d'immigration pour avoir la carte de résidence permanente, renouveler les permis de travail qui doivent être faits à temps. Tous ceux qui ont des résidences temporaires doivent renouveler à temps leur statut, sinon ils sont en perte de statut et ce sont des situations malheureusement qu'on vit assez souvent. Donc, de votre côté, si vous voulez vraiment aider ces gens, il faut toujours voir s'ils ont des statuts en ordre au Canada. Sinon, une fois le statut perdu, ils doivent arrêter de travailler, ils doivent retourner dans leur pays pour pouvoir retourner au Canada. Ça devient quand même des situations très, très difficiles. Je pense que vous pouvez voir un peu sur le tableau. Si vous êtes à la recherche d'un médecin de famille, il y a des liens et tout est sur le site web. Il faut que les gens apprennent à faire des recherches parce que ici, vous allez sur le site web, vous allez trouver en fonction de vos localisations, vous allez trouver des services disponibles dans différentes régions. Oui, pareil pour le prochain, pour l'aide au logement. Vous avez ici, bien sûr, on va beaucoup référer les gens à Ottawa, sauf ceux qui veulent déménager. À ce moment-là, on peut aussi les aider à trouver que c'est quoi un organisme similaire qui pourrait accueillir et aider nos clients à continuer l'intégration. Tout ça est sur le site web. On peut faire les contacts pour eux et puis comme transférer les clients dans ces différentes provinces. Donc, encore une fois, cherchez de votre côté. Ici, vous voyez qu'on a beaucoup plus du côté d'Ottawa, mais tout ce qui est fédéral, je pense que c'est valable pour nous tous, pour toutes les organisations qui font établissement. Alors, pour l'emploi, encore une fois, je vais pas m'attarder. Christine, tu me permets de prendre la parole juste pour faire point sur ce que tu viens de dire. Je vais retourner un slide en arrière parce que c'est ici que sur ce slide ici, j'avais mis
le lien vers établissement.org qui est disponible en Ontario. Donc, c'est l'organisme parapluie de tous les organismes d'établissement à travers l'Ontario. C'est OCACI qui gère ce site établissement.org. Tous les organismes d'établissement se trouvent sur ce site. En fait, j'ai fait un screenshot de leur page d'accueil. Pour trouver, vous pouvez voir Barrie, Kingston, le nord de l'Ontario. Il y a des services d'établissement que vous allez trouver sur le site d'établissement.org ainsi que les sujets connexes. Comme on veut chercher du logement dans la région de Sudbury, on va aussi sur le site d'établissement.org. On va mettre le code postal ou la ville et nous allons trouver les ressources par rapport au logement dans la ville respective. Merci. Maintenant, je reviens. On était à emploi et bénévolat. Pendant les recherches d'emploi, vous savez que les gens peuvent faire du bénévolat, tout ça. Je pense que je ne vous apprends rien. Pour pouvoir avoir l'expérience canadienne, bénéficier, briser l'isolement aussi, ce qui va les aider beaucoup. Briser aussi le froid, je sais pas, le climat, tout ça, c'est vraiment compliqué. Il y en a qui disent, ah, il commence à faire froid, moi, je vais pas sortir, je vais arrêter les cours, de toute façon, je peux reprendre. Il faut juste continuer à encourager les gens pour sortir, aller de l'avant et euh, avoir accès à différents services. Quand vous regardez sur le slide, oui, ici, démarrer une entreprise, au CESOC, nous avons un autre département, le CASSIA, que vous voyez. Le CASSIA, c'est un autre, c'est un projet, un des projets du CESOC que j'aime beaucoup, qui favorise la création et la croissance des entreprises. Donc, si vous avez des gens qui veulent vraiment développer leur esprit d'entreprise sans attendre réellement une offre d'emploi, ils peuvent aller de l'avant et contacter Cassia. Et j'imagine qu'il y a aussi d'autres organismes qui offrent ce genre de programme. Voilà, donc les organisations, voilà, Mirella, je pense que tu peux aller encore plus loin. Les cours de langue, comme je vous ai dit, tout le monde a droit à apprendre une langue, même ceux qui ne connaissent aucune langue, ils ont droit et c'est souvent subventionné par le gouvernement. Toutes catégories confondues, tous les statuts, que ce soit demandeur d'asile, il suffit juste d'aller au centre d'évaluation linguistique. Je pense que c'est un peu, si mes informations sont correctes, je pense que c'est dans tout le Canada. Il y a des centres d'évaluation linguistique. Il suffit de prendre rendez-vous, on fait une évaluation linguistique, on les oriente vers des endroits où ils peuvent apprendre ou le français ou l'anglais. Euh, encore. Voilà, donc pour côté éducation, il y en a qui décident de pas commencer à travailler tout de suite. Ils veulent retourner à l'école. Il y a aussi des liens pour retourner soit à l'université, pour mettre à niveau, pour l'équivalence de leur diplôme, pour une meilleure intégration. Ils choisissent de retourner à l'école. Alors, il y en a qui ont droit à l'aide financière que ça soit en Ontario, on va parler plus de RAFEO, mais il y a d'autres subventions possibles. Il y a différents collèges et universités. Et puis, oui, sauf que juste une seule catégorie, les demandeurs d'asile, n'ont pas droit à l'aide financière tant qu'ils n'ont pas changé de statut pour passer au statut de personne protégée. Donc, ils n'ont pas accès à une formation de plus d'une année. Donc, le reste, vous voyez les services sociaux, le prochain slide, Mirella, il y a des services sociaux, des aides alimentaires. De plus en plus, les gens ont besoin d'un peu plus parce qu'ils n'ont pas assez de fonds. Quand vous allez sur le site, ils ont le droit quand même à avoir une aide alimentaire, euh, des habits. Il faut juste essayer de connecter, de contacter les services qui aident les gens avec les habits, les vêtements, les fournitures de maison. Je pense qu'on a sauté un peu l'éducation des enfants pour les familles.
pour les familles, les parents peuvent aussi choisir où amener leurs enfants, que ce soit dans une école catholique, une école publique. Tous les conseils sont là en ligne et puis juste référer pour faire l'évaluation de l'enfant et les référer aux écoles qui sont pas loin de leur résidence. Mais encore une fois, on a encore quelquefois des petits soucis par rapport aux parents qui n'ont pas encore une adresse fixe, parce que c'est en fonction de l'adresse fixe que l'enfant pourra être inscrit dans les écoles. Donc ça reste aussi un petit défi parce qu'il y a beaucoup de problèmes de logement pour l'instant. Voilà, je pense que c'est pas mal. Encore une fois, une intégration, pour réussir son intégration, encore une fois, il y a beaucoup de défis, mais les défis sont surmontables quand les gens sortent pour aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup d'organismes, nous sommes là, il y a beaucoup d'organismes similaires qui sont là pour accompagner les gens pour une bonne intégration socio-économique, mais il suffit juste de partager l'information et d'avoir aussi de sentir le besoin et avoir envie et pour aller plus loin. Voilà, je vous remercie. Je pense que ma collègue Émilienne va parler de tout ce qui est emploi. Ok, ben, bonjour tout le monde. Merci Mirella, merci Christine. Je pense que les deux, et surtout Christine, a déjà commencé à parler de l'emploi. Mirella, est-ce que tu peux mettre la slide d'avant celle-ci, s'il te plaît? Ok. Donc, quand on parle de l'emploi, quand on parle des défis, nous savons presque tous que l'emploi est l'un des défis majeurs pour tout nouvel arrivant ici au Canada. Et donc, cela s'explique et surtout aussi au niveau de la difficulté qu'ils ont ou que nous avons quand nous venons d'arriver ici à trouver surtout notre premier emploi. Donc, quand on arrive, on ne connaît presque rien du, du nouveau pays, on ne connaît presque rien de l'environnement dans lequel on arrive, on ne connaît presque rien des façons de faire, de comment même aller chercher de l'aide. Et ça, déjà, c'est un très, très gros défi, la méconnaissance de toute chose. Toute chose, la méconnaissance de comment s'adapter à la nouvelle vie, au nouvel environnement. Et pendant ce temps, pendant que nous y réfléchissons, tous les petits moyens que nous avons amenés sont en train de partir très, très vite. Et donc, il nous faut un emploi pour pouvoir commencer très vite à faire face. Et là, on se retrouve directement pour les francophones viennent dans les provinces anglophones. On se retrouve directement avec très souvent la barrière linguistique. Parce que quand nous arrivons surtout des pays francophones, etc., nous avons beaucoup de difficultés à nous adapter, par exemple en Ontario, parce que notre niveau d'anglais est très bas. Or, en Ontario, par exemple, quand on cherche un emploi, nous n'avons pas beaucoup d'employeurs francophones qui vont directement t'embaucher en tant que francophone pour parler français, pour travailler en français. Donc, le premier défi d'un nouvel arrivant francophone, c'est au niveau de la langue. Et comme Christine a donné les ressources tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources, heureusement, pour nous aider à apprendre la langue anglaise pour pouvoir donc faire face ou lever cette barrière-là.
L'autre défi courant, parce que déjà avant d'aller dans les défis, ça c'est les grands défis hein, de manière générale que pratiquement tous les nouveaux arrivants rencontrent, mais il y a des défis spécifiques parce que chaque nouvel arrivant, dépendamment de son profil, dépendamment euh, de son orientation, a des défis qui sont spécifiques dépendamment de son secteur d'activité, de ce qu'il recherche. Mais de manière générale, on a la barrière de la langue et on a également la non-reconnaissance des diplômes que nous amenons ici et même de nos expériences que nous avons acquises à l'étranger. Et ça, c'est un très, très, très grand défi parce que nous voyons des personnes, si je peux donner juste mon exemple, moi je suis ingénieur logisticien de formation et quand je suis arrivé au Canada, mon premier emploi, après avoir cherché quand j'étais déjà dans la réalité des histoires. Mon premier emploi était réceptionniste dans un petit organisme communautaire de 4 personnes. Pourquoi? Parce que avec mes gros diplômes, mes grosses expériences, je ne pouvais pas trouver directement un emploi à mon niveau, alors que quand je venais, je pensais que directement, je vais en trouver un parce que justement, je suis qualifiée, j'ai beaucoup d'expérience de travail et j'ai un bon niveau d'études. Mais quand on arrive, ce n'est pas toujours la réalité. Donc, nous nous retrouvons comme face à un vent contraire à ce que nous avions. Donc, et nous ne sommes pas reconnus toujours. Même au niveau des évaluations, quand on pense à faire les évaluations de nos diplômes ne correspondent toujours pas à un niveau suffisamment élevé au Canada par rapport à, par exemple, la France, si nous avons étudié en France comme moi, ou ou en Afrique. Donc, ça, c'est un gros défi quand tu arrives qui peut vraiment comme te refroidir parce que tu te dis, j'ai étudié et ça que je cherche, c'est ça que je cherche. Je cherche à travailler avec mes expériences et ça, c'est un gros défi. Mais heureusement que nous avons donc au Canada des ressources comme le César, comme les autres organismes communautaires qui aident les chercheurs d'emploi à comprendre déjà ce défi et comment pouvoir le relever. Et je vais vous en parler un peu dans la slide suivante. Donc, l'autre défi courant que nous rencontrons, c'est la méconnaissance de la culture de l'environnement et la culture du marché du travail canadien ou ontarien ou n'importe quelle province où nous nous trouvons. Donc, nous devons apprendre, et c'est pour cela que nous allons parler des compétences culturelles tout à l'heure, rapidement également. Et l'autre grand défi, c'est la méconnaissance des ressources existantes. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on arrive, on ne sait toujours pas où aller chercher quoi. On ne sait même pas souvent si il y a des ressources qui peuvent nous aider par rapport à tel ou tel défi. Mais quand on réussit à s'informer et à tomber donc à être orienté dans les ressources existantes, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui existent, heureusement, pour pouvoir aider les nouveaux arrivants à se retrouver et à commencer à comprendre
comment naviguer dans le système pour obtenir un bon emploi et réussir son intégration socio-économique. Donc, pour faire face ou aider ou appuyer les nouveaux arrivants que nous recevons au CESOC, nous offrons plusieurs services. Entre autres, donc au niveau de l'employabilité, nous faisons des conseils en emploi, conseils individuels. Et ça, c'est l'étape numéro un. C'est-à-dire que quand les nouveaux arrivants arrivent pour leurs besoins en établissement, donc ils vont aller chez Christine. Et Christine, quand elle a fait un premier plan d'action avec leur évaluation, etc., ceux qui sont intéressés pour la recherche d'emploi, elle va me les envoyer. Donc, et quand moi je reçois donc ces personnes, je commence par le point de départ qui est de les rencontrer en un à un après que nous les avions rencontrés dans les ateliers de groupe, etc. Donc, on prend rendez-vous, nous avons toute une équipe pour ça, en un à un, et c'est ça que nous appelons le counseling individuel en emploi. Et là, nous faisons leur évaluation de besoins en emploi. Christine fait l'évaluation de tous les besoins, mais nous faisons l'évaluation des besoins par rapport à la recherche d'emploi. Et c'est là où nous regardons qu'est-ce que le, le chercheur d'emploi, donc qu'est-ce qu'il a comme éducation, qu'est-ce qu'il a comme euh, euh, expérience acquise dans son pays, etc. Quel est son niveau, niveau de langue, etc. Et c'est à partir de cette première rencontre ou de ce point de départ que nous allons évaluer et maintenant déterminer les défis auxquels il va faire face. Donc, c'est parce que c'est au cours de cette évaluation que nous allons savoir que, OK, c'est quelqu'un qui a peut-être, qui ne connaît pas du tout l'anglais. Donc, il va faire face à la barrière de langue. Et à partir de là, on va voir comment l'orienter, peut-être d'abord pour aller faire une formation, etc., pour améliorer son niveau de langue, etc. Donc ça, c'est le point de départ et c'est très important parce que c'est ça qui nous permet de voir comment appuyer ces nouveaux arrivants pour qu'ils puissent réussir dans leur cheminement dans la recherche de l'emploi. Donc, après avoir déterminé les besoins de cette personne, nous allons travailler avec lui sur un plan d'action. Maintenant, dans ce plan d'action, soit nous l'avons orienté par rapport à ses besoins à lui, soit au niveau l'orienter vers les études ou la formation, soit alors c'est quelqu'un qui a quand même un bon niveau et puis qui tient parce que nous proposons, nous leur suggérons des options, mais nous ne décidons pas pour eux. C'est chaque personne qui prend la décision, soit elle veut effectivement, par exemple, prendre d'abord, elle vient d'arriver, elle veut prendre d'abord des cours de langue pour améliorer son niveau ou certains qui veulent même retourner carrément pour aller prendre les cours, par exemple, des études secondaires, etc. Donc, ça, c'est leur choix. Nous leur présentons toutes ces possibilités et c'est à chacun de décider de faire le choix par rapport à ce qu'il veut faire. Et pour ceux-là, donc, qui veulent aller en emploi, nous les orientons. Et c'est là où nous commençons à les aider dans, pour qu'ils aient une
recherche d'emploi euh, efficace, où ils vont réussir. Et pour cela, nous les aidons d'abord par rapport aux outils, les outils de présentation. Et j'appelle cela dans l'ensemble comment ils doivent valoriser leur profil professionnel. Donc, dans un premier temps, nous allons les aider à confectionner leurs outils de présentation, c'est-à-dire les CV, les lettres, etc. Je sais que nous tous, nous savons. Mais pourquoi nous mettons l'accent là-dessus? Parce que quand nous venons ici, nous avons eu certainement à travailler peut-être en France ou en Afrique, etc. Mais les CV, même juste au niveau de la présentation, ne se présentent pas de la même manière que les CV au Canada ou même en Ontario, par exemple. Donc, on va recevoir un nouvel arrivant qui vient avec son CV, avec une belle photo de lui dessus, et puis qui va nous mettre qu'il est marié à 53 femmes et demie, et puis il a 53 enfants, etc. Nous n'avons pas besoin de ce genre de présentation dans les CV. Donc, nous les aidons à confectionner des CV selon le modèle du Canada ou de l'Ontario pour qu'ils puissent réussir à se vendre sur le marché du travail canadien. Donc, on les aide également à faire les lettres de présentation et nous les accompagnons également continuellement dans cette recherche. Tu vois, nous aidons également à voir où est-ce qu'ils peuvent trouver, ou alors si nous-mêmes nous recevons des offres, par exemple de vous ou de certains de nos partenaires ou des entreprises, etc., nous les aidons nous les transférons, nous les leur transférons pour qu'ils puissent appliquer à ça. Et pour cela, nous les aidons également à leur donner des techniques d'entrevue. Nous les aidons à pratiquer comment se présenter en entrevue, comment se préparer en amont avant même d'arriver en entrevue. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu reçois, par exemple, une invitation que tel organisme tu as envoyé ton CV, il t'invite en entrevue. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, toutes ces informations et des pratiques nous leur donnons ces techniques pour qu'ils puissent réussir à décrocher des emplois. Et ce qui est encore très, très important, c'est non seulement s'ils réussissent à décrocher même un travail, l'autre aspect, c'est de pouvoir garder cet emploi. Et pour pouvoir garder cet emploi, euh, la première chose qui est très, très importante, c'est de connaître et de comprendre la culture de l'entreprise. Quand tu appliques, tu postules pour un emploi dans tel organisme ou dans telle entreprise, c'est quoi la culture de cette entreprise? Est-ce que véritablement c'est dans une entreprise comme ça, c'est une entreprise avec une telle mission que tu veux travailler ou tu veux te développer? Donc, c'est important de connaître la culture de l'entreprise. Et également, nous mettons l'accent là-dessus parce que nous savons que chaque entreprise a sa culture. C'est comme chaque pays, c'est comme chaque tribu chez nous, c'est comme chaque famille a sa culture. Et donc, il faut comprendre quand tu travailles, tu veux, même avant même d'arriver dans cette entreprise, il faut au moins avoir une idée générale de la culture de cette entreprise. C'est-à-dire quoi? Chercher à connaître c'est quoi les valeurs de cette entreprise pour laquelle je veux appliquer. Donc ça, c'est des conseils que nous donnons à nos participants, à ces personnes qui viennent d'arriver pour qu'ils puissent réussir à non seulement rentrer dans une entreprise, mais y demeurer pour travailler, comprendre l'ensemble des valeurs, l'ensemble des processus de l'entreprise pour mieux s'intégrer et naviguer à l'intérieur de l'entreprise. Donc, et
à côté de ça, donc, nous parlons à nos participants également et nous donnons d'ailleurs des ateliers de 1 à 3 heures sur les compétences à acquérir en dehors des compétences techniques, parce que nous savons que nous avons des compétences techniques, mais nous avons également des compétences non techniques que nous devons posséder. Et c'est ce que nous appelons communément des compétences culturelles. Mais quand on parle de compétences culturelles, ici, nous devons comprendre que c'est la capacité pour une personne à s'adapter à d'autres cultures étrangères et variées. C'est également le fait d'intégrer la dimension culturelle au milieu du travail. C'est-à-dire que quand tu viens dans un milieu comme le milieu de travail du CESOC, ça, c'est un milieu qui est tellement, tellement diversifié. Je ne sais même plus combien de langues ou combien de nations composent le CESOC. Donc, quand tu veux travailler dans un milieu si diversifié, tu dois avoir le, 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 le fait, la dimension, tu dois prendre en considération la dimension que tout le monde qui travaille avec toi n'a pas la même culture que toi. Tout le monde qui est là n'a pas, n'a même pas la même compréhension de ta culture à toi. Et comme toi, tu n'as pas la même compréhension de la culture des autres ou des cultures des autres, tu dois donc faire cet effort pour essayer du mieux que tu peux pour comprendre les autres, pour que tu puisses t'harmoniser dans le milieu du travail avec eux. Parce que les compétences culturelles, c'est cette capacité donc à négocier avec succès les différences interculturelles afin d'atteindre ensemble, d'atteindre des objectifs pratiques. Donc, pour cela, le plus important quand on rentre donc dans le milieu du travail pour les compétences culturelles, c'est d'avoir cette conscience culturelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà se connaître soi-même, chercher aussi à connaître et à comprendre les autres, comment ils fonctionnent, et éviter les stéréotypes ou les préjugés. Toujours, toujours faire tout pour éviter les stéréotypes et les préjugés. Tu ne peux pas déterminer juste directement comme ça, elle est comme ça ou elle fait comme ça parce que. Non, il faut chercher à comprendre, chercher à communiquer avec, et c'est pour ça que nous avons, comme le Canada l'a défini, des compétences pour réussir. Donc, 9 compétences pour réussir qui sont généralement la compétence, premièrement, de l'adaptabilité. Il faut pouvoir s'adapter parce que nous sommes déjà, même dans le monde, il y a tellement de changements, tout va vite, tout change, etc., tout le temps. Et au niveau de l'emploi, au niveau du marché du travail même, ça change tout le temps. Donc, il faut savoir comment s'ajuster, d'où l'importance de mettre en œuvre, en tant que chercheur d'emploi, tes compétences transférables. Et donc, avec l'adaptabilité au milieu du travail, c'est important pour pouvoir faire face aux changements et atteindre tes objectifs. Nous avons la collaboration, nous avons la communication, nous avons les compétences numériques, très, très, très important pour nos nouveaux arrivants et même pour nous tous d'ailleurs, parce que même ça, à ce niveau-là, ça va également très, très vite. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut que nous ayons ces compétences, que nous les cultivions, que nous les développions
non seulement nous en tant que chercheurs d'emploi, mais également nous en tant qu'employeurs potentiels. Donc, nous devons essayer de développer ces compétences culturelles pour pouvoir garder les meilleurs employés que nous avons recrutés. Donc, pour ne pas aller trop en détail, j'ai également prévu pour vous quelques ressources, quelques sites pour les emplois par secteur. Donc, il y a des sites généraux de recherche d'emploi euh, que nous pouvons trouver, des sites en comptabilité, finance, en gestion, en ressources humaines, marketing et vente, etc. Donc, quand pour un nouvel arrivant, ce que je leur dis toujours à retenir, c'est les 4 points suivants. Donc, le premier point, c'est la curiosité et le dynamisme. Donc, c'est ce que vous devez, quand vous les rencontrez, il faut leur dire d'être curieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être toujours en train de faire des recherches par rapport à leur secteur, par rapport au marché du travail, par rapport aux ressources. Il faut qu'ils soient curieux. Pour cela, ils font des recherches. Pour cela, ils sortent. Ils vont rencontrer d'autres personnes dans les activités de réseautage communautaire ou professionnel, etc. Il faut qu'ils soient dynamiques. Donc, comme disait Christine tout à l'heure, ils ne doivent pas être qu'ils restent à la maison et ils pensent qu'ils vont trouver du travail à la maison. Ce n'est pas toujours évident, mais plus ils sortent, plus ils rencontrent des gens, plus ils ont des chances de trouver de l'emploi et surtout de trouver de bons emplois dans leur domaine. Donc, l'autre point, c'est la flexibilité que j'appelle les compétences transférables. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand on arrive, on est bardé de diplômes pour la plupart d'entre nous. On a beaucoup de... Tout à l'heure, Mirella vous a montré les statistiques. C'est cette catégorie-là, les travailleurs qualifiés, cette catégorie qui est la plus nombreuse. Donc, quand on arrive, on a des diplômes, on a des expériences et on ne doit pas rester à se accrocher juste à ça, à dire que c'est ça que nous voulons. Je suis informaticien je sais pas, cadre de haut niveau, je ne veux que ça. Donc, il faut voir qu'est-ce que tu as comme compétence que tu peux transférer même en travaillant dans un organisme communautaire ou dans un magasin ou n'importe, dans un autre secteur. Donc, il faut être flexible. Il faut leur dire d'être flexible. Et la flexibilité, c'est un grand signe d'humilité. Il faut être humble. Quand on vient d'arriver, il faut s'ouvrir. Et c'est là où on arrive au troisième point de l'apprentissage. Il faut être ouvert, disposé à apprendre. Parce que tu es nouveau, c'est sûr que si tu t'ouvres, si tu t'ouvres aux personnes même que tu rencontres, tu vas bénéficier non seulement de leurs expériences, mais également de leur aide d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut être ouvert à l'apprentissage et se former. Il y a des gens qui arrivent, donc qui sont par exemple comme des comptables, qui ont été des experts comptables ou des auditeurs, etc. Ici, peut-être que ce serait bien pour eux de prendre comme des formations pour arriver comme à être agréés ici en tant que comptable et autres. Et dans tout ce cheminement, il faut rester positif. Toujours garder une attitude positive, comprendre que oui, au début, c'est difficile, mais petit à petit, certainement, on va se frayer un chemin si on est curieux, on est flexible, on apprend et on est positif. Merci.
Emilienne. Et nous voilà à la fin de la présentation. Donc, nous attendons vos questions. Merci. Oui, Sylvie, tu peux y aller. Tu peux poser la question. OK, merci Sylvie. J'ai deux questions. La première question, est-ce que tout nouvel arrivant va passer par un service d'établissement quand il arrive, peu importe la région que vous desservez, mais est-ce que c'est automatique qu'un nouvel arrivant passe par le service d'établissement? C'est une très bonne question, Sylvie. Non. La réalité prouve que les nouveaux arrivants ne sont pas au courant de l'existence des services d'établissement, bien que, surtout pour ceux qui, les travailleurs qualifiés, donc ceux qui font la demande d'immigration au Canada à partir de leur pays d'origine, donc, tous ces gens-là reçoivent une lettre de IRCC leur disant que à partir de maintenant, vous pouvez entrer en contact avec les services d'établissement, avec les services pré-départ. Donc, les services pré-départ sont disponibles à partir du pays d'origine. Donc, au moment où ils reçoivent la lettre de confirmant que leur demande d'immigration a été approuvée, voilà, ils pourront rentrer en contact avec le pré-départ. Au Canada, nous avons des services pré-départ anglophones qui ont vu la lumière dans les années 2015, si je ne me trompe pas, et les services quelque part là, et les services pré-départ francophones qui ont vu la lumière créés seulement en 2019. Toujours, les services francophones viennent un peu plus en retard que les services anglophones. Surtout parce que le nombre des immigrants francophones est réduit par rapport aux immigrants anglophones. Donc, le service pré-départ est disponible pour tout le monde. Donc, pas seulement pour ceux qui sont dans leur pays d'origine, mais même à ceux qui se trouvent ici au Canada, donc sur place, qui changent de statut. Donc, on parle des étudiants étrangers qui vont faire à la fin de leurs études le permis post-diplôme, ils vont acquérir l'expérience canadienne, ils pourront faire la demande de résidence permanente. Donc, à ce moment-là, ils vont recevoir la même lettre de IRCC disant, maintenant, vous pouvez avoir accès au service d'établissement. La réalité prouve que seulement 30% de ceux qui sont avisés qu'il y a des services d'établissement disponibles qui cherchent à recevoir les services d'établissement. Donc, malheureusement, très peu de nos immigrants qui cherchent les services d'établissement. Ce que nous voyons dernièrement, un grand nombre de nouveaux arrivants francophones depuis juillet 2023, surtout juillet 2023, grand nombre des immigrants francophones venant dans certains coins du monde. Et ces gens-là, heureusement, cherchent des services d'établissement. Mais comment que ça fonctionne? Vous allez être surpris de constater qu'à l'époque de la grande informatique, tout est médiatisé. Bouche à l'oreille fonctionne Bouche, toujours à c'est ça. merveille. Fonctionne Oui. mieux que tout ce que vous voyez sur les médias sociaux. Les gens que nous recevons au CESOC sont des gens qui ont entendu parler de la part d'un ami, dans, je ne sais pas, la famille. Donc, presque la majorité cherche le service de cette manière-là. Donc, on n'a pas encore changé. Moi, je travaille avec le CESOC depuis 2009. C'est presque la même chose qu'il y a 15 ans. Donc, le même pourcentage des gens qui arrivent au CESOC, c'est parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire que, voilà, va chercher le CESOC, ils pourront t'aider. Donc, malheureusement, le pourcentage est très bas par rapport au nombre des immigrants et c'est ici que nous devons tous se rallier pour parler de l'existence des services parce que si Sylvie nous a demandé de faire une présentation, on ne sait pas quoi faire là. Nous avons de nouveaux arrivants, mais on ne sait pas vers quel service les envoyer. Ben, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Donc,
je vais vous envoyer la présentation et vous avez sur le slide de la présentation l'établissement Work. Donc, le service en ligne qui vous permet d'aller chercher les services d'établissement de votre région. Bien sûr que dans certaines régions, comme les régions éloignées, les régions rurales, il n'y a pas nécessairement le même nombre de services que les régions achalandées comme Toronto, Ottawa. Mais par contre, il y a la possibilité d'avoir des services en ligne. Donc, si vous avez de la difficulté avec certains de des nouveaux arrivants que vous rencontrez au quotidien, ben, vous pouvez les référer vers les services de la région spécifique. Il y a les grandes régions, le centre francophone du Grand Toronto qui offre une euh, comment dirais-je, fourchette de services pour tout le monde. Vous pouvez voir en ligne, avoir des services en ligne. Il y a la région du Sudbury. Il y a pas seulement les services d'établissement. Nous avons maintenant les communautés francophones accueillantes, les CFA qu'on les appelle, qui offrent aussi des services, dans la plupart des cas, des services de connexion communautaire, des services euh, beaucoup d'ateliers, d'activités socioculturelles qui pourront aider tous ces nouveaux arrivants à entrer en contact avec des gens communs, donc des nouveaux arrivants, avec la communauté de souche. Et ça aide beaucoup parce que les gens en parlent lorsqu'ils se rencontrent quelque part. Merci. J'ai une deuxième question? Est-ce que je peux aller? Vas-y. Oui, OK. La deuxième question, Mirella, je suis justement sur la plateforme établissement.org et je suis surprise de ne pas voir Hawkesbury et les environs parce qu'il me semble qu'Hawkesbury a un un Mhm. service d'établissement. Fait que j'étais juste surprise de ne pas voir Je vois Cornwall, mais pas Hawkesbury. Ben, merci Sylvie. Tu vois, j'ai pas fait la recherche pour Hawkesbury parce que moi, je prends pour acquis que ça se trouve vraiment là. Je pourrais contacter la personne en charge de l'établissement.org et leur dire que ben, Hawkesbury en manque. Surtout que nous avons aussi la CFA, c'est pas Oui, seulement le service d'établissement, il y a le CSPR qui fait aussi beaucoup donne les services d'emploi. Vous-même, vous donnez les services, les cercles de conversation. Donc oui, c'est un très, très bon point, Sylvie. Merci. merci. C'est tout pour moi. Donc, Sylvie nous a quittés parce qu'elle avait une autre rencontre. J'ai un commentaire de la part du FALI. Les programmes linguistiques de YMCA Ottawa sont-ils disponibles en ligne ou uniquement en présentiel pour les résidents temporaires? Ils sont disponibles en ligne aussi. Ils sont très, très forts en fait dans les services en ligne depuis que la COVID a commencé. Leurs services ont été pendant une longue période seulement en ligne. Donc, vous pouvez toujours aller sur le site du YMCA, le Newcomer Information Center, le LARC en fait, LARC, et vous allez voir les disponibilités. Je sais qu'il y a une longue liste d'attente. Mm. Euh, mais par contre, on parle de résidents temporaires. Les résidents temporaires ne seront pas Oui. éligibles au service du YMCA. Hmm. Donc, faudra aller vérifier sur le site du LARC, du YMCA, qui dessert en fait toute la région de l'Ontario, toute la province de l'Ontario. Il faudra aller voir si les exigences d'éligibilité, peut-être qu'ils ont changé quelque part. J'en Mhm. doute pas mal. Merci, Annie? Annick. Oui, il y a Annick. Premièrement, je vous remercie pour la présentation aujourd'hui. C'était combien enrichissant. Merci beaucoup. Je dois vous dire que je fais du bénévolat pour l'Association canadienne-française de l'Ontario ici à New Liskeard et nous avons obtenu un financement de l'IRCC justement pour créer un, un service là, ici local. Ma question va au-delà de ce qu'on vient de faire ici, mais quand on va avoir créé notre service, est-ce que c'est nous automatiquement
pardon, est-ce que notre centre va être mis sur le site web établissement.org ou c'est nous qui devons demander à eux pour nous faire mettre ça à map, là, disons? Ça, c'est aussi une très bonne question. Donc, ben, félicitations pour d'avoir reçu du financement. Est-ce que c'est pour une première fois votre financement? Oui. OK. Donc, pour l'instant, IRCC n'a pas encore dévoilé le nom des nouveaux organismes qui ont reçu du financement pour l'ADP 2024. Donc, le dévoilement se fera apparemment tout de suite après la signature des ententes de contribution ou ententes de subvention. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous avez reçu. Euh, donc, dès qu'ils dévoilent, normalement, IRCC devra mettre à jour sur leur site, sur le site de IRCC, la liste des organismes subventionnés, donc financés par eux-mêmes. Dès que la liste est rendue publique, à ce moment-là, établissement.work devra mettre à jour leur propre site. Je vous remercie beaucoup. De rien. Il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Oui, il y a Doha. Vas-y, Doha. Ah oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Peut-être Oui. moi, c'est pas une question, mais c'est un petit constat. D'abord, je veux voulu remercier le CESOC pour ses efforts et pour tous ces services-là. Et puis, juste par rapport, j'étais contente de voir les défis parce que c'est vraiment ça résume les défis des nouveaux arrivants. Là, c'est tout ce qui vit le nouveau arrivant ici et c'est ça les difficultés qu'il rencontre. C'est juste que dans la région d'Ottawa, peut-être, c'est ça mon constat, que c'est un peu plus que ça. Parce qu'on trouve que la recherche médecin de famille, c'est saturé. Il reste beaucoup à attendre. Euh, Avoir recours à la langue, par exemple l'anglais de conversation, ils sont toujours sur la liste d'attente. Ils peuvent rester même une année plus. Et puis, aussi pour l'emploi, c'est un peu plus difficile qu'avant. Et pour le premier emploi, on va dire d'intégration, c'est pas de spécialité. Et ce qui est lié aussi au système d'équivalence qui juge parfois les nouveaux arrivants jugent que c'est pas un système d'équivalence parce qu'ils leur disent revenez aux études de la première année. Donc, les systèmes d'équivalence, c'est qu'il va donner quelques matières ou une moitié année à faire et après il s'intègre à son métier à lui. Mais là, toujours, et je dirais la plupart des cas, le système d'équivalence donne le résultat suivant. Tu reviens, à la première année. Donc, c'est comme si c'est pas un système d'équivalence, en fait. C'est juste, ils lisent le dossier, puis ils disent, voilà, tu reviens aux études. Donc, c'est juste des constats que la réalité pour Ottawa, puisque c'est un peu saturé, c'est ces défis-là, mais un peu amplifiés par rapport à la langue et puis médecin de famille, emploi et système d'équivalence. Je sais pas si j'ai bien vu, parce que je suis de l'immigration aussi, mais j'ai mon entourage, j'ai mes apprenants aussi. Mais c'est ce qui se passe ces dernières années plus souvent. Mais vous avez entièrement raison, Doa, oui. Dernièrement, les défis sont rendus beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Mais croyez-moi, même il y a 19 ans, moi je suis arrivée il y a plus de 19 ans, j'ai trouvé un médecin de famille 5 ans après mon arrivée. Donc, c'était le même défi il y a 19 ans. Mm. Euh, Hier, je me suis posé cette question par un de mes collègues qui vient juste d'arriver. Il me dit, Mirella, donne-moi la façon de trouver un médecin, ma femme est enceinte. Et moi, j'étais comme, oh, je lui ai raconté mon histoire quand moi-même j'étais enceinte. Mm. Et comme il n'y avait pas de médecin de famille, il n'y avait rien. À l'accouchement, j'ai accouché avec une étudiante de l'université McGill parce que le médecin ne pouvait pas venir. Donc ça, c'est arrivé il y a, vous voyez, Mhm. 19 ans. Euh, Par contre, maintenant, on parle des défis qui se sont amplifiés
Et surtout parce que, oui, le marché est saturé ici, à Ottawa, peut-être parce que nous voyons aussi un grand nombre de nouveaux arrivants. Depuis que moi je suis au CESOC, j'ai jamais vu une vague de nouveaux arrivants francophones tellement élevée. Mhm. Donc, au quotidien, nous recevons, peut-être je me trompe, Christine pourra me donner la chiffre exacte, mais c'est un minimum de 10 familles seulement au CESOC. Donc, ça veut Ouais. dire qu'ailleurs, on rencontre peut-être le même nombre ou peut-être plus. Mhm. Et ici, on parle seulement des nouveaux arrivants francophones. Mhm. Euh, le niveau, on parle déjà sur le marché de travail. Bien sûr, nous voyons la semaine passée, mon collègue qui est en charge du programme Cassia me disait, mais qu'est-ce qu'on fait comme dernièrement, même pour trouver un emploi euh, de McDonald's, c'est rendu Oui, tellement difficile. oui, Un emploi comme concierge quelque part, c'est rendu quasi impossible. c'est vrai. Euh, et on se demande pourquoi. Ben, c'est vraiment, je ne sais pas, Emilienne, tu pourras peut-être répondre à cette question, mais en réalité, les besoins ont toujours été criants, surtout au niveau de médecins de famille. Les besoins ont été criants toujours par rapport aux équivalences. Vous avez bien raison. Mhm. Nous avons des personnes qui vont à l'Université d'Ottawa, des médecins, je ne sais pas, ingénieurs. Mhm. Surtout pour les médecins, on va leur dire, oui, c'est l'équivalence, oui, c'est bien beau, mais il faut retourner à temps plein parce que vos études ont été effectuées ou terminées il y a 10 ans. On ne reconnaît plus si vous êtes déjà assez âgé, donc il faut reprendre à zéro vos études en médecine si ça fait plus de 10 ans. Donc, ça a toujours existé, cette affaire-là, avec Mhm. les 10 ans d'ancienneté depuis que les gens ont obtenu leur diplôme en médecine. On les a toujours envoyés vers la reprise Des études. entière des études en médecine. Donc, Mhm. ça va faire quoi à la fin? J'ai plein d'amis médecins qui ont renoncé même à leur rêve vous voyez, d'aller Mhm. aux études parce Mhm. que ça prend trop de temps. Oui. Donc, je vous Ouais. Mhm. remercie beaucoup. Merci, Mirella. Ouais. Merci Mirella, Emilienne et Christine pour cette belle présentation. La prochaine communauté de partage aura lieu le 15 janvier à 13h30. Donc, je pense que Guylaine Pagé-Amande va vous présenter une trousse d'approche promotionnelle aux gestionnaires de systèmes de services. Donc, je vous souhaite tout le monde de joyeuses fêtes et bonne année. On se voit en 2025. À la prochaine. Au Merci beaucoup. revoir, Joyeuse merci. fête à toi Merci. aussi. Bye bye. Merci. Bye. Merci, bye bye. Merci. Bye.